Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir le cours d'hydrostatique, partie 3. Dans cette partie 3, on va voir ce qu'on appelle la pression hydrostatique. On va donner l'équation fondamentale de l'hydrostatique. On passera ensuite au principe de Pascal et enfin les vases communicants. Commençons par la pression dans les liquides. Quand un objet rentre, soit immergé dans un liquide, comme vous pouvez le voir ici, par exemple la baleine, cette baleine sera sous pression. Ça veut dire que le liquide, ici, l'eau, ou le liquide de la mer, c'est l'eau salée, exercera une pression, ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Cette baleine subira une pression dans toutes les directions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y aura une pression dans cette direction, il y aura une pression dans cette direction, une pression dans cette direction, et ainsi de suite, dans toutes les directions où il y a une surface commune entre la baleine et l'eau, elle subira une pression. Et sur le long de son corps, ici aussi, dans toutes les directions possibles. C'est ce qu'on appelle la pression hydrostatique. Donc, tous les objets subiront cette pression hydrostatique. Comme vous pouvez le voir ici, tous les objets, que ce soit les animaux ou autre chose. Donc, la pression exercée sur un point, dans un liquide ou dans un fluide de repos, est la même dans toutes les directions à une profondeur bien sûr donnée. Donc, comme ici par exemple, un point, ce point va subir une pression dans toutes les directions possibles. Bien sûr, même, ici c'est une image à 2D, même à sa gauche, à sa droite, etc. Donc, par exemple, ce sous-marin, comme la baleine, il va subir une pression dans cette direction, une pression dans cette direction, etc. D'accord? Même à l'horizontale. Comme ça. Et voilà. D'accord? Cette pression est appelée pression hydrostatique. Maintenant, quand vous avez un objet à une certaine profondeur, par exemple ici, à une certaine profondeur H, donc ça c'est la surface libre du liquide, et nous sommes à une profondeur H, c'est ici. D'accord? Si vous êtes là, ou si vous mettez un objet à cette profondeur, il va subir une pression, bien sûr, hydrostatique. En plus de la pression hydrostatique, il y a la pression due à cette masse du liquide. Donc ça, c'est une découpe. Donc j'ai découpé le cube. Donc on a pris un cube parce que le cube, il est facile. Donc c'est un objet facile en géométrie.
pour calculer sa surface ou pour calculer son volume, on pouvait prendre un cylindre ou quelconque volume ou forme, mais bon, on a choisi ici un cube, c'est juste pour expliquer et avoir des relations mathématiques très simples que tout le monde connaît. Donc, le volume d'un cube, c'est son côté au cube. Donc, la valeur de son côté, sa longueur au cube. Donc, imaginez qu'on prend ce cube, donc la masse de ce liquide formé par ce cube va exercer une pression sur l'objet que vous posez ici. Ça veut dire à la profondeur H. Cette masse, si nous sommes proches ou à la surface de la Terre, donc dans le champ de pesanteur de la Terre, cette masse fois l'accélération de pesanteur de la Terre vous donnera le poids. Le poids, comme vous le savez, c'est une force. Donc le poids de ce cube, donc ça doit être perpendiculaire si vous voulez. Donc le poids à peu près de ce cube, donc P, divisé par la surface d'application. Donc cette surface, je l'ai mis ici en jaune, c'est exactement la même surface ici. Donc je ne pouvais pas la mettre ici pour ne pas tuer les perspectives. Donc je l'ai mis ici. Bon, c'est un cube, donc toutes les surfaces de ses côtés sont égales. Donc ce cube va exercer une force, donc son poids, sur le point ou l'objet qui est à la hauteur H. Pardon, à la profondeur H. D'accord? On va faire un petit calcul. Donc on revient ici. Voici le cube découpé. Donc on l'a découpé, c'est juste pour vous dire qu'il y a cette masse de ce cube qui va exercer, donc le poids de cette masse qui va exercer une force. Donc divisé par l'air ou la surface d'application, vous allez trouver la pression. On va commencer, donc on va choisir un axe OZ. Donc sur OZ, P, d'accord? Donc le poids, donc P, OZ, si vous choisissez OZ dans ce sens ou dans l'autre sens, les valeurs seront les mêmes, d'accord? C'est juste un signe moins pour dire que c'est le sens, mais le module ne va pas changer. Donc, la composante suivante Z, vous allez trouver, c'est mg. G, c'est la constante de pesanteur ou l'accélération de pesanteur de la Terre. mh, c'est la masse de ce cube si vous prenez la profondeur h. Donc, l'arête de ce cube, c'est h, égale à ρ, donc la masse de ce cube de liquide. La masse est égale à ρ fois V. Donc, sa masse est égale à ρ du liquide fois V du cube, fois G, donc V du cube. Donc, quand on prend la pression, c'est pour ça que je vous ai dit ici, bon, même si vous mettez un moins, donc même si vous mettez un moins, donc on prend uniquement le module. Donc la pression est égale à quoi? Est égale au module de la force appliquée perpendiculairement, donc c'est le poids ici, divisé par A. A c'est quoi? C'est l'air. A, c'est l'air ou la surface, si vous voulez, d'application. Donc c'est celle-là. D'accord? Donc c'est cette surface qui est barrée. Donc si on prend P, on le remplace par cette expression, donc vous aurez ρ liquide,
V du cube est égal à quoi? Le volume d'un cube est égal à sa surface fois la hauteur. D'accord? La surface d'un de ces côtés fois la hauteur. Donc, ces côtés sont égaux. Donc, le volume, on va le remplacer par H, c'est l'arête, c'est la hauteur ou la longueur du cube, fois A. A, c'est la surface d'un de ses côtés, fois G. Bon, comme vous pouvez le voir ici, il y a le A et ce A sont les mêmes. D'accord? Donc, si on simplifie, il va nous rester ρ liquide fois H fois G. Généralement, on l'écrit ρ fois G fois H. Pourquoi? Pour dire que, tout simplement, ρ du liquide est une constante, G, c'est une constante, si nous ne changeons pas de planète, donc c'est une constante, où elle varie mais faiblement, très faiblement, donc on va la prendre comme une constante. Ce qui varie, c'est la hauteur h. Donc généralement dans une fonction, quand on écrit les constantes et la variable à la fin. C'est pour cela que dans les livres, vous allez trouver la pression est égale à ρ, G, H. Vous n'allez pas la trouver ρ, H, G. C'est tout. C'est une question de variable. Parce que H, c'est une variable. C'est la seule variable qui existe ici. Donc, ρ, c'est une constante, G, c'est une constante. Il y a uniquement H qui est une variable. Généralement, quand on écrit f de x est égal à 2x, on n'écrit pas x fois 2. On écrit 2 fois x. Donc, la variable, on la laisse à la dernière position. C'est tout. Qu'est-ce que vous remarquez dans cette expression P égale à ρ fois G fois H? C'est que la pression dépend uniquement de la profondeur. Elle dépend uniquement de la profondeur. D'accord? De la profondeur, ou si l'objet est ici, elle dépend de la hauteur. Donc, tout dépend de la position où vous êtes. Si vous êtes à la surface de la mer, ou la surface libre du liquide, l'objet est ici, donc il est à une profondeur donnée. Maintenant, si on prend, si nous positionnons sur la position de l'objet, c'est une hauteur. D'accord? Pour pouvoir trouver l'équation fondamentale de l'hydrostatique, c'est très simple. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma, il faut choisir deux points ou deux hauteurs différentes, ou deux profondeurs différentes. On va choisir par exemple A, le point A, on va choisir le point B. Et celui-là, h est égal à 0, ça veut dire que nous sommes au fond du récipient ou au fond de la mer, si vous voulez. Si on prend la différence de pression entre A et B, donc entre A et B, on va calculer cette différence de pression, d'accord? Donc PA, PB, donc PA est égal à combien? On a dit que PA est égal à ρ du liquide fois G fois HA, d'accord? Fois HA. PB est égal à combien? C'est ρ du liquide fois G fois HB. Donc maintenant, si on fait la différence, on va trouver quelque chose qui est égal à ρ du liquide fois G fois HB moins HA. D'accord? À la fin, nous allons trouver que la différence de pression, donc c'est ça l'équation fondamentale de l'hydrostatique, la différence de pression, elle dépend uniquement de la différence des hauteurs ou des profondeurs, comme vous voulez. Donc la delta P est égale à ρ G delta H. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle un mnémotechnique.
Si vous avez un mnémotechnique, c'est juste pour utiliser la mémoire donc on utilise notre mémoire ou un objet ou une image pour mémoriser quelque chose d'autre. Donc, on appelle ça mnémotechnique. Donc, si vous avez même niveau, même liquide, vous aurez certainement même pression. Ça veut dire quoi? Si vous avez même niveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire que HA est égal à HB, même niveau. D'accord? Même hauteur, même profondeur, si vous voulez. G, c'est une constante. Si vous avez un même liquide, c'est le même liquide. D'accord? Ça veut dire que la pression au point A et la pression au point B, si nous avons le même liquide et la même hauteur, pas comme ici. Ici, il y a une différence de profondeur ou de hauteur. Maintenant, si A est au même niveau que B, nous sommes sûrs et certains que nous aurons la pression au point A est égale à la pression au point B si la condition est satisfaite. Ça veut dire que la même hauteur et le même liquide. Donc, même niveau, même liquide, même pression. Exemple, comme ici dans le schéma, HA, on va prendre sur la même ligne, on appelle ça une ligne isobare. Ça veut dire qu'on a le même niveau et la même pression. Pourquoi? Si nous sommes dans le même liquide et nous sommes à la même hauteur. Donc A et A' ont la même pression. Ça veut dire, donc c'est une ligne, on appelle ça la ligne isobare. Donc tous les points qui se positionnent sur cette ligne, ils auront tous la même pression. D'accord? Il faut se souvenir d'une chose, que si vous avez le même niveau, donc même niveau, même liquide, le rho ne change pas, la hauteur ne change pas, donc vous aurez certainement la même pression. Donc ça, il ne faut jamais l'oublier. Exemple d'application. Soit c'est différents récipients. Donc le récipient A, le récipient B, le récipient C, le récipient D. Donc vous avez aussi le même liquide. Même liquide et le même liquide dans différents récipients. Imaginez que c'est de l'eau par exemple. Les récipients, ils ont différentes formes, différents diamètres. D'accord? Maintenant, si on se positionne ici, au fond du récipient, donc on met un capteur ici ou on met quelque chose qui nous mesure la pression, donc au fond des récipients, et les récipients, ils sont au même niveau. Donc, leur fond, ils sont au même niveau. Ça veut dire que ces points, ils sont au même niveau. À votre avis. Donc, on donne une petite question. Dans quelle vase pourrons-nous mesurer la plus grande pression au niveau des points noirs? Donc, ces points. Les 4 points. Donc, dans quel récipient va-t-on mesurer la plus basse des pressions? Nous avons dit, ou l'équation fondamentale de l'hydrostatique nous donne que la pression dépend uniquement de la hauteur ou de la profondeur si vous voulez. D'accord? Elle ne dépend pas ni du diamètre du récipient, d'accord? Ni de sa forme. Elle dépend uniquement de la hauteur. Si vous avez une grande hauteur, plus longue, vous aurez une grande pression. On va dire par exemple le récipient A. Sa hauteur, sa hauteur, elle est là. Le récipient B, sa hauteur, elle est là à peu près. Donc le récipient C,
sa hauteur, elle est là. Et le récipient D, la surface libre du liquide à peu près ici. Donc ça c'est A, C, B et D. À votre avis, quelle est la plus grande pression qui s'exerce sur ces points? Sans calcul, sans trop utiliser le cerveau, c'est D. C'est dans le récipient D que la pression qui s'exerce sur le point est la plus intense ou la plus grande, si vous voulez. Pourquoi? Parce que la hauteur au point D, c'est la hauteur delta H, si vous voulez. Donc, si vous prenez ça, donc ici, la surface libre jusqu'à notre position, c'est la plus grande, c'est la plus longue distance. Donc, la hauteur, c'est la plus grande hauteur. On déduit que la pression dans le récipient D est plus grande que les autres. On va faire un ordre. Donc la pression au point D est supérieure à la pression au point B, parce que la hauteur au point B elle est inférieure à D, mais elle est supérieure à C et A. Est supérieure à la pression au point C, et enfin, la plus basse pression, la plus petite pression, c'est dans le récipient A. Donc ce point c'est celui qui aura la plus petite pression, qui va s'exercer sur lui. Passons maintenant à ce qu'on appelle le principe de Pascal. C'est quoi le principe de Pascal? On va donner un petit schéma et on va vous l'expliquer. Donc le principe de Pascal, on donne ici une petite définition. Si une pression externe est appliquée sur un fluide confiné, donc celui-là, il ne faut pas l'oublier. Donc confiné, la pression en chaque point dans le fluide augmentera de cette quantité. C'est quoi cette quantité? On va expliquer c'est quoi. Donc, de cette quantité. D'accord? Donc, le principe de Pascal, si vous avez, premièrement, la première condition, c'est que votre fluide est confiné. Ça veut dire quoi confiné? Ça veut dire qu'il est dans un récipient, d'accord, fermé, hermétiquement. Donc le liquide ne peut pas sortir. Donc ici, c'est une sorte de récipient avec un piston. Donc dans l'application réelle, il y a des joints, etc. Donc c'est un peu plus compliqué que ça. Ça c'est juste un schéma. Donc la première condition, c'est que votre liquide doit être confiné. Deuxième condition, donc dans les liquides, mais bon, ici, on parle aussi de la compressibilité. Généralement, dans les applications réelles du principe de Pascal, on utilise des huiles qui ne sont pas compressibles, où leur compressibilité est vraiment très très faible. D'accord? Mais pour vous, il suffit de se remémorer le mot confiné. D'accord? C'est la condition. Maintenant, si vous avez un liquide, ici, et vous appliquez une force, c'est une force externe, sur le liquide. Donc ici, le piston, il bouge. Il peut aller comme ça dans ce sens ou dans l'autre sens. Donc on applique une force
et on comprime le liquide. Si on fait ça, qu'est-ce qu'il dit le principe de Pascal? Donc, si une pression externe est appliquée, donc ça c'est la pression externe, donc ça c'est la pression externe. Donc c'est la force divisée par la surface, ça vous donne la pression externe. Appliquée sur un liquide qui est confiné, la pression en chaque point dans le liquide augmentera de cette quantité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes au point A, juste à la surface libre du liquide, si vous avez une pression d'origine avant l'application de la force externe, de la pression externe, ça veut dire que vous allez avoir PA. Au point 2, vous allez avoir P2 avant l'application de la force externe ou de la pression externe, avant. Donc, au point 3, P3, etc. Donc, ici, on a choisi 5 points. Okay. Maintenant, si on applique une pression externe, si on va recalculer ou remesurer la pression en A après avoir appliqué la pression externe, on va trouver une autre pression. La pression va être augmentée. La même chose au point 2, la même chose au point 3, etc. En chaque point du liquide, ici, 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 etc. Et cette pression, elle va augmenter de combien? De PE. Chaque point aura une augmentation de sa pression de PE. D'accord? C'est ça le principe de Pascal. Donc le principe de Pascal, il y a une condition pour le liquide, il doit être confiné. D'accord? Maintenant, si on applique une pression externe, en chaque point de ce liquide confiné, d'accord, vous allez avoir une augmentation de la pression dans ces points, et cette augmentation sera égale à la pression appliquée, à la pression externe. Donc, cette quantité, ça veut dire quoi? C'est la quantité de la pression externe. On donne quelques applications du principe de Pascal. Par exemple, la presse hydraulique, ce qu'on appelle la presse hydraulique. Le fonctionnement d'une presse hydraulique est basé sur le principe de Pascal. Donc, si vous avez donc celle-là, c'est une presse hydraulique. C'est le schéma d'une presse hydraulique, bien sûr. Donc, la vraie presse hydraulique, il y a tout un câblage, tous les flexibles avec le moteur, etc., etc. Donc, de l'huile. Maintenant, ça, c'est juste un schéma. Imaginez que vous voulez soulever, pardon, un avion. Cet avion, par exemple. Donc, vous voulez soulever cet avion, mais vous n'avez pas assez de force pour la soulever. Donc, si vous n'avez pas, donc vous êtes tout seul au garage ou dans l'atelier, vous voulez soulever une masse, une grande masse. Donc, vous aurez besoin soit de l'aide, donc il y aura des collègues ou des amis qui vont venir vous aider, s'ils peuvent bien sûr, tout dépend de la masse. Donc un avion, ça pèse, celui-là, le Cessna par exemple, il pèse à peu près 400 kg. Donc 4 kg. Donc pour pouvoir le soulever, et si vous utilisez cette presse hydraulique qui utilise le principe de Pascal, vous aurez besoin uniquement de 40 kg. Ça veut dire si vous posez ici, donc ça c'est des pistons qui peuvent glisser dans le cylindre, celui-là aussi. Si vous posez ici 40 kg, vous pouvez soulever un avion de 400 kg.
Comment ça marche? On va l'expliquer. Mathématiquement, donc vous avez la pression de sortie. La pression de sortie, c'est quoi? C'est celle-là, qui est appliquée dans ce sens. D'accord? Et la pression d'entrée, on applique comme ça, parce que le poids de cette masse est une force divisée par la surface du cylindre, de ce cylindre. Donc, il applique une pression, dans ce sens. Le principe de Pascal, il dit quoi? Il dit que si vous avez un liquide confiné, donc celui-là, c'est un liquide confiné. En chaque point du liquide, vous aurez une augmentation de la pression qui est égale à la pression externe appliquée. D'accord? Donc, P sortie, la pression à la sortie, ça c'est le piston de sortie. D'accord? Et P entrée. P sortie est égal à P entrée. D'accord? Donc, P sortie est égal à P entrée. Pourquoi? Comment j'ai su que P sortie est égal à P entrée? On vient de le voir dans l'équation fondamentale de l'hydrostatique. On vous a dit que si vous avez même liquide, ici je veux avoir une ligne droite, donc même liquide, d'accord? Même niveau, c'est le même niveau. Si vous avez le même liquide et le même niveau, ça veut dire quoi? Vous aurez la même pression. Donc ça, c'est l'équation fondamentale de l'hydrostatique qui nous l'a dit. C'est pour ça que j'ai pris P sortie égale à P entrée. Faisons un petit calcul maintenant. P sortie égale à quoi? C'est F sortie sur S sortie. F sortie, c'est quoi? C'est le poids de l'avion. S sortie, c'est quoi? C'est la section de ce cylindre, de ce piston. F entrée. F entrée, c'est le poids de cette masse. Donc F entrée, c'est ça. Et F sortie, c'est le poids de l'avion. D'accord? Sur S entrée. Donc ça, c'est par définition. Ça, là, c'est la pression. C'est par définition. La pression est égale à F perpendiculaire, la force perpendiculaire appliquée sur une surface divisée par l'aire de cette surface. Donc on a dit que F sortie divisé par S sortie est égal à F entrée divisé par S sortie. S entrée, pardon. Est égal. Ça implique que F, donc on va prendre les forces d'un côté et les sections de l'autre. Donc F sortie divisé par F entrée est égal à S sortie divisé par S entrée. Ce rapport, celui-là, on l'appelle gain mécanique. Un gain mécanique. Donc, comme exemple d'application, on va dire que la masse qu'on a posée dans la petite section, c'est 40 kg. La masse de l'avion est égale à 400 kg. On va dire que G, on va prendre G pour simplifier les calculs à 10 mètres par seconde carré. D'accord? On va prendre que la section
entrée égale section sortie égale. Donc, j'ai mis 40 kg. Je peux mettre ici, si vous voulez, donc un point d'interrogation. On va voir ces 40 kg, combien peuvent nous soulever. Donc, on va voir. Donc, S entrée, c'est 0,1 mètre carré. S sortie, donc on va mettre par exemple 10 mètres carrés. 10 mètres carrés. Donc 10 mètres, ici je vais mettre 1 mètre carré. C'est juste pour simplifier les calculs. Hein. D'accord? On va faire le calcul. Donc le calcul. Donc, selon le principe de Pascal, on a trouvé une relation F sortie sur F entrée, d'accord, est égal, c'est un gain mécanique, on appelle ça le gain mécanique, AS sortie, pardon, divisé par S entrée. On va voir maintenant le calcul numérique. Donc, nous avons besoin de F sortie. C'est ça l'inconnu. F entrée, c'est le poids de la masse qui est égal à 40 kg. D'accord? C'est le poids de la masse qui est égal à 40 kg. Donc, F sortie est égal à combien? Est égal au rapport, donc, S sortie, S entrée, donc c'est pas la peine que j'écrive tout le, d'accord, fois F entrée, d'accord? Numériquement, ça vous donne quoi? Numériquement, F sortie est égal, on a dit que F entrée, c'est M fois G, M fois G, fois S sortie, S entrée. Et F sortie est égal à quoi? M entrée, hein? Donc je vais écrire M entrée. Et F sortie est égal à quoi? C'est égal à M sortie fois G. Nous avons ici une simplification. Donc je simplifie celui-là avec celui-là. Donc vous aurez à la fin, vous aurez la masse entrée, sortie est égale à la masse de l'entrée fois S sortie divisé par S entrée. Donc je vais l'écrire. Voilà. Donc la masse numériquement maintenant, la masse sortie est égale à la masse entrée, c'est 40 kg. La section de sortie, donc la section de sortie c'est 10 et la section d'entrée c'est 1 mètre carré. Donc c'est égal à quoi? 10 fois 40 c'est 400. On a utilisé des kilogrammes, donc des mètres carrés, donc nous allons trouver des kilogrammes. Donc la masse de sortie, cette masse, si vous prenez ici, si vous mettez ici 40 kg,
elle peut soulever facilement 400 kg, 10 fois plus. Donc ça, c'est l'une des applications, ou l'une des applications du principe de Pascal, c'est ce qu'on appelle la presse hydraulique. Donc cette application, la presse hydraulique, on peut le trouver, par exemple, le cric, c'est une petite presse hydraulique. Il utilise le principe de Pascal. Le chargeur ou le rétrochargeur qu'on a vu dans la première partie du cours, aussi, il utilise le principe de Pascal. Autre application du principe de Pascal, ce qu'on appelle les manomètres. Manomètre. Le manomètre, c'est quoi? C'est une sorte d'outil ou d'instrument de mesure de la pression. On l'utilise dans les machines, dans les usines, dans n'importe quel domaine. Donc, où il y a la pression, vous voulez mesurer la pression, vous avez besoin d'un manomètre, c'est tout. Donc, le manomètre le plus simple, le plus basique qui existe, c'est celui-là. Donc, c'est quoi? Il est formé d'un tube en U et d'un ballon. Donc, le tube en U, l'un des côtés est fermé et il y a du vide ici, hein? Donc ce n'est pas la pression atmosphérique. Et l'autre, c'est ouvert. Si on met un ballon, si on met de la pression dans le ballon, il y a la pression dans le ballon, ça veut dire le pneu par exemple, le pneu de la voiture, on branche le pneu de la voiture dans ce manomètre. Donc ce manomètre, c'est juste le tube en U. Donc on branche le pneu de la voiture dans le manomètre. Le pneu de la voiture, il y a une grande pression. D'accord? Il va pousser le liquide ici. Il va pousser, il va monter. Donc s'il n'y a pas de ballon, donc le liquide aura les mêmes niveaux dans les deux branches. Maintenant, s'il y a la pression ici qui s'exerce sur la surface libre de ce liquide, le liquide va monter dans l'autre branche. Donc nous allons avoir ce qu'on appelle une dénivellation, delta H. D'accord? Nous allons avoir cette différence de hauteur, delta H. Maintenant, cette différence de hauteur, elle est proportionnelle, donc la pression, pardon, elle est proportionnelle à cette différence de hauteur. D'accord? Elle est proportionnelle. Donc, si vous me donnez la différence de hauteur, je peux vous calculer la pression. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le manomètre. On passe maintenant à ce qu'on appelle les vases communicants. Donc, je donne une définition ici. Donc, les vases communicants sont des récipients, c'est des récipients de forme quelconque. Donc, ils ont des formes quelconques, ouverts à l'air libre et reliés entre eux. Comme vous pouvez le voir dans ce schéma, donc les vases communicants, c'est quoi? C'est des récipients. Donc le premier récipient en cylindre, le deuxième sous forme conique, troisième sous forme conique mais inversée, et le dernier sous forme quelconque. Donc, ça, ils sont reliés, pardon, à leur base, ils sont reliés. Donc, le liquide qui est ici, c'est le même liquide ici, etc. Donc, le liquide, il peut se déplacer avec aucune frontière. D'accord? Ça veut dire quoi? Lorsqu'on verse un liquide dans le premier récipient, par exemple, on va verser ici un liquide, le liquide va se déplacer dans le premier, dans le deuxième et dans tous les autres récipients. Et quand on remplit par exemple le premier récipient, ce liquide il va se déplacer et il va monter dans tous les récipients. D'accord?
il va monter. Et quand on arrête le robinet ici, d'accord, il va se stabiliser. Et l'important ici, c'est que le liquide, dans tous les récipients, pardon, ici, d'accord, c'est le même niveau. Ils sont tous, donc la surface libre du liquide, elle est au même niveau dans tous les récipients. Donc, je vous cite le principe des vases communicants. Donc, lorsqu'on verse un liquide dans l'un des vases, le liquide se répartira dans les autres vases jusqu'à ce que les niveaux libres, ceux-là, niveau libre, d'accord, etc., du liquide dans les divers récipients se trouvent dans un même plan horizontal. Donc, il y a diverses applications. Donc, par exemple, dans les maisons, on utilise des siphons. Il y a aussi ce qu'on appelle les écluses, indicateurs de niveau, etc. Donc, si vous prenez deux vases communicants, donc ici c'est le premier vase et le deuxième vase c'est celui-là. Ils sont reliés, d'accord? Si vous prenez le deuxième vase, il est à la même hauteur, donc cette ligne, que le liquide qui est dans le premier vase. Donc si on verse un liquide ici, le liquide va se répartir, il va monter. Si le deuxième récipient est plus long, donc nous aurons sur la même ligne horizontale, nous aurons le même niveau de liquide dans les deux récipients. Maintenant, imaginez que le deuxième récipient, celui-là, est plus petit. Quand on verse le liquide ici, il va sortir. Si le niveau est ici, nous allons avoir un liquide qui va sortir du deuxième récipient. D'accord? Il va couler jusqu'à ce que ce liquide descend et à peu près comme ça, jusqu'à ce qu'il descend jusqu'ici pour que l'eau ou ce liquide arrête de couler ou de sortir du deuxième récipient. D'accord? Sinon, il va continuer à couler. Il y a aussi une application, bon, ici au Maghreb, dans le nord de l'Afrique, on n'a pas ce genre de système de transport, ce qu'on appelle les canaux. Mais en Europe, c'est fréquent dans presque tous les pays européens, surtout en France, en Belgique, en Hollande, etc. Donc, ils ont cette route, donc cette route des bateaux, ce qu'on appelle les canaux. Et dans ces canaux, il y a ce qu'on appelle les écluses. Ça, c'est une écluse. Celle-là aussi, celle-là aussi. Une écluse, ça sert à quoi? Imaginez que ce bateau, par exemple, il vient d'un point A, il va arriver ici, et vous remarquez que nous sommes à ce niveau et à ce niveau, il y a une différence de hauteur. D'accord? Vous voyez les escaliers? Donc de ce niveau à ce niveau, il y a une différence de hauteur. Donc ici, j'ai agrandi la photo, c'est juste pour voir qu'il y a des escaliers. Donc ça monte, ça monte, ça monte ici jusqu'à arriver à ce niveau. Donc la différence de niveau de l'eau qui est dans ce canal et dans ce canal, il y a une différence de hauteur. Et comme vous le savez, les bateaux ne peuvent pas se déplacer sur une pente. Ils ne peuvent pas. C'est pas comme les voitures ou les camions, ils peuvent se déplacer sur une pente. Soit une pente du haut en bas ou de haut vers le bas. Les bateaux, non. Ils doivent toujours être à l'horizontale.
comment alors faire déplacer ce bateau d'ici, de ce canal, jusqu'à l'autre canal avec une différence de hauteur. Comme vous pouvez le voir ici, les escaliers. Hein. Parce que c'est une image à 2D, donc c'est difficile de voir la différence de hauteur. Il n'y a pas de perspective. Maintenant, ici, vous pouvez voir à peu près, c'est les escaliers, donc ça monte. Comment prendre ce bateau et le mettre ici? Il y a ce qu'on appelle les écluses. Les écluses, c'est quoi? C'est uniquement des espaces comme ça, bloqués par des portes. Donc ce bateau va rentrer ici, il va attendre que l'eau monte. Donc on ferme celui-là, on ouvre cette porte. Parce qu'elle sera au même niveau que la deuxième écluse. Donc le bateau va se déplacer dans la deuxième écluse, on va fermer la porte. On va faire monter le niveau d'eau ici, jusqu'à ce qu'on arrive à la même hauteur que le niveau d'eau ici, dans la prochaine écluse. On va ouvrir ça, donc celle-là il est fermée, on va ouvrir ça. Donc le bateau peut se déplacer dans l'autre écluse, et ainsi de suite. Donc comme vous pouvez le voir ici, donc ces bateaux, on a fermé ce portail, parce que on a mis de l'eau ici jusqu'au même niveau que l'autre écluse. On va ouvrir ce portail, le bateau va se déplacer, hein, donc il va se déplacer ici. Après on va fermer ce portail, on va ouvrir l'autre, on va remplir l'écluse d'eau jusqu'à le même niveau que l'autre écluse. Après on va fermer celui-là, on va ouvrir celui-là et se déplace, et ainsi de suite jusqu'à ce que arriver à la hauteur donnée, d'accord? La hauteur donnée ou voulue. Donc, comme vous pouvez le voir ici, donc ça c'est une écluse, c'est l'écluse qui est sur la photo. Donc l'eau, on va remplir la première écluse, on va ouvrir la porte et on ferme la porte de l'aval. On va ouvrir la porte de l'amont, d'accord? On va remplir la deuxième écluse, bien sûr en fermant les deux portes. On a terminé avec ce cours d'hydrostatique. J'espère que vous allez avoir quelques notions sur ce domaine. Et il faut travailler, il faut s'exercer. On va poster des vidéos sur le corrigitype de la série 4 qui porte sur l'hydrostatique. Si vous avez des questions, si vous avez des commentaires, vous pouvez les poster sur le e-learning, vous pouvez les poster sur ma chaîne YouTube, Tinoch Massinissa, ou vous pouvez les poster sur la chaîne YouTube de la faculté des sciences de la nature et de la vie. Sur ce, je vous laisse et à la prochaine fois.